Salut, c'est Olivier. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de Ohana. On le mentionne souvent sur le podcast, mais qu'est-ce que c'est ? C'est une marque de textile de triathlon que j'ai créée en 2019, alors que je cherchais moi-même une trifonction. Impossible de trouver quelque chose à mon goût, et surtout dans quoi je me sens suffisamment à l'aise pour enchaîner les 3 disciplines pendant plusieurs heures. J'ai alors décidé de créer ma propre trifonction. Puis je l'ai perfectionnée, et comme elle plaisait pas mal autour de moi, j'en ai créé une marque. Et avec le temps, la gamme s'est développée sur chacune des disciplines. La majorité des produits sont conçus avec des matériaux naturels ou recyclés en Europe. Alors si vous voulez tester la marque ou si vous êtes tout simplement curieux, rendez-vous sur www.ohana.boutique. La taille ne convient pas ? C'est pas grave, les retours et échanges sont 100% gratuits. Petite anecdote, la marque a été créée via une campagne de crowdfunding en 2020. Ça veut dire qu'on conçoit et on perfectionne chaque produit avec nos athlètes. Donc si vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions, écrivez-moi sur la page contact du même site, www.ohana.boutique. Ça s'écrit OHANA.boutique. Je serai ravi de vous lire. Et maintenant, place à l'épisode. Prêt pour un nouvel épisode ? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. On revient après avoir pris quelques vacances, mais on enregistre encore avant la fin des vacances avec une invitée. Mais juste avant de vous présenter notre invitée, eh bien je vous représente comme à mon habitude mon co-animateur de ce podcast et cofondateur du podcast Devenir triathlète. Je veux parler d'Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano. Ça fait longtemps, on a pris effectivement quelques semaines de pause là pendant l'été, donc ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé, Armano et moi. Ouais, c'est vrai, on avait l'habitude d'enregistrer un petit peu à la suite nos épisodes et là j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on ne s'est pas parlé. Pourtant, on s'est quand même croisé à Vitoria-Gasteiz début juillet, donc ça remonte pas si loin que ça. Et puis notre invitée du jour, qui est une invitée, je l'ai dit en introduction, eh bien c'est Alexia Bailly. Salut Alexia. Hello, salut à tous les deux. Merci d'accepter notre invitation et puis nous accorder un petit peu de temps. Alors on a eu un petit peu du mal à caler tout ça. Une fois c'était de mon côté que ça coinçait un peu. Une fois c'est toi qui n'avais pas trop de réseau pendant un stage d'entraînement. Là tu nous as avoué en off que tu rentrais à peine de l'entraînement, mais tu arrives à trouver du temps pour nous. Donc ça c'est cool et je te remercie beaucoup. Ouais, pas de problème. C'est vrai que les périodes d'été c'est toujours très chargé entre les stages et les compètes, mais on a réussi. Donc c'est très bien. Cool. Écoute Alexia, on a une tradition sur ce podcast, c'est pour les premières minutes de tendre le micro à notre invité, et en l'occurrence notre invité et eux, pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur elle. Donc dis-nous tout, qui est Alexia Bailly ? Quel âge as-tu ? Que fais-tu dans la vie ? Et comment as-tu rencontré le sport quand tu étais plus jeune ? Ok, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Ouais, c'est pour te guider un petit peu. Après, on ira un sujet par un sujet. Pour commencer dans les grandes lignes, donc je suis triathlète professionnelle depuis 3 ans. J'ai 29 ans depuis pas longtemps. Je fêtais mon anniversaire il y a quelques jours. Et j'habite à Montpellier. Merci. J'habite à Montpellier depuis quelques années maintenant. Voilà, donc je suis spécialisée sur la longue distance en triathlon. Et c'est un spot qui est quand même connu pour le triathlon, Montpellier, ouais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de triathlètes dans le coin. Comment ça se fait ? Parce que c'est trop bien. Non, en vrai, moi par exemple, comme pas mal de triathlètes, je suis passée par le pôle Espoir, pôle France de Montpellier, donc qui est basé au sein du CREPS de Montpellier, quand j'étais plus jeune. Et puis, c'est vrai qu'ici, il y a tout pour faire aussi les études. Et moi, je viens du nord-est de la France, donc j'ai grandi à Chaumont, en Haute-Marne, un peu là où il n'y a rien. Il y a Champagne en Marne. Ouais, voilà, Champagne-Ardenne. Et du coup, c'est vrai que quand je suis arrivée à Montpellier à 18 ans, après mon bac, je me suis dit, super, je ne repartirai plus jamais. donc ouais, c'était... non, il y a tout ici. Il y a le climat déjà qui est super l'hiver pour s'entraîner non-stop. L'été on a un peu chaud, mais voilà, ça fait de l'acclimatation à la chaleur. Et les routes sont superbes, on a 2 piscines de 50 mètres, on a plusieurs pistes d'athlétisme, c'est vraiment cool.
Bon, on va pouvoir détailler un petit peu tout ça. Donc, tu nous disais 27 ans depuis pas très longtemps. Oui, 29, mais c'est pareil. 29, oui, autant pour moi. Oh là là, j'ai fait un calcul rapide. Ça fait. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fichu. Donc, 29 depuis pas très longtemps. Triathlète professionnel sur le longue distance. Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire triathlète professionnel sur le longue distance? C'est-à-dire que tu cours sur label Ironman et tu as une licence pro ou c'est sur les courses de la Fédé internationale? Alors dans le triathlon, triathlète professionnel, c'est très large. C'est un peu une autodénomination parce que on va dire que sportif professionnel d'un point de vue un peu légal, juridique en France, c'est à partir du moment où on gagne sa vie principalement avec son activité sportive. Et c'est vrai que bon, en triathlon, c'est un peu plus compliqué que ça. Triathlète professionnel, pour moi, c'est à partir du moment où effectivement je cours sous les catégories professionnelles sur les courses Ironman. Donc je m'acquitte d'une licence pro en fait pour laquelle il faut répondre à certains critères de performance et du coup je joue les classements pro sur les labels Ironman. Après au niveau de la fédération internationale ça va plutôt être, et même de la fédération française, ça va plutôt être des distinctions entre sportifs de haut niveau ou pas de haut niveau, et là c'est d'autres critères qui sont notamment plus difficiles à atteindre encore pour être considéré comme sportif de haut niveau par le ministère des Sports. Donc en fait, pour résumer, c'est plus facile d'être athlète professionnel que athlète de haut niveau. En triathlon, oui, je dirais que un peu tout le monde, qui est dans un projet de performance peut s'auto-déclarer triathlète professionnel. Triathlète de haut niveau, techniquement, c'est que ceux qui sont inscrits sur les listes ministérielles. Mmh. Puis techniquement, bon, encore une fois, ça dépend de la définition, mais si tu te dis c'est à partir du moment où je gagne ma vie grâce à mon sport, je crois qu'il y a pas mal d'Instagrammeurs, tu vois, qui deviennent rapidement athlètes pro du coup. Oui, et puis alors dans l'autre sens, moi, je suis pas athlète pro dans ce sens-là du coup. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Ouais, et d'autant plus compliqué, je crois, en France, parce que effectivement, pour être sur la liste ministérielle, il faut pratiquer le triathlon, mais pas forcément en longue distance, plutôt dans les distances qui sont dites olympiques. Et donc, c'est plutôt le sprint si tu es sur le relais, ou la fameuse distance olympique, donc le court distance. Oui, c'est vrai que tout le projet performance de la Fédération française de triathlon est plutôt orienté format olympique ou même dans l'accompagnement des jeunes sur les distances sprint et puis les relais mixtes. Après, il y a aussi des critères pour être reconnu triathlète de haut niveau sur longue distance au sein de la FF3. Et comme le duathlon d'ailleurs, qui sont considérés comme des disciplines de haut niveau. Donc en gros, c'est des top 8 au championnat du monde World Triathlon qui vont nous permettre d'être inscrits sur les listes en tant que triathlète. Mais donc c'est quand même, c'est souvent ce que j'ai l'impression en tout cas qu'on entend dire, c'est plus difficile d'être pro sur longue distance, ou en tout cas tu as moins de soutien via la fédération que sur le court. Sur la fédération, il n'y a pas d'accompagnement vraiment sur le longue distance, à part pour les championnats du monde World Triathlon du coup, auquel je vais participer ce week-end. Et là, pour le coup, c'est la fédération qui prend en charge le déplacement et qui nous accompagne sur cette course. Ouais. Ok, trop bien. Et c'est la seule course dans l'année. Ouais, ok, trop bien. On va revenir là-dessus. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'accompagnement, toi, ça t'a pas refroidi, ou parce que tu as choisi aussi de t'orienter sur du long? Bon, tu as 29 ans, bon, c'est peut-être un âge un peu charnière. Souvent, on a tendance à dire les jeunes vont plutôt sur du court, et puis voilà. Mais en même temps, on a quelques extraterrestres en ce moment de 23 ans qui nous montrent qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, ça remet un peu les choses en question. Mais donc, du coup, toi, pourquoi est-ce que tu es parti sur le long? En fait, moi, j'ai commencé par le court, en fait. Du coup, comme la plupart des gens, moi, je fais du triathlon depuis que j'ai 7-8 ans. Donc, j'ai commencé très jeune dans mon club du coup à Chaumont, qui a une super école de triathlon, et j'ai suivi un peu le cursus classique. Donc j'ai fait les France Jeunes, j'ai fait des podiums sur les France Jeunes, ça m'a permis d'intégrer le pôle espoir à Montpellier ensuite. Et c'est vrai que là j'étais très encadrée par la fédération, j'étais donc sur les listes espoir. Il y avait des stages, des regroupements nationaux assez fréquemment, c'était cool. Et mais c'est vrai qu'après, quand je suis passée du coup dans la catégorie espoir, c'était en termes de performance, c'est devenu plus difficile pour moi. Je pense que j'étais dans une période aussi où il y avait beaucoup de choses à gérer avec les études, l'autonomie, la majorité, et du coup ça s'est un peu moins bien passé. Et en fait j'ai comment dire, les avantages ont des inconvénients en face, c'est-à-dire que accompagnement veut dire pression aussi.
il y a des contrats d'objectifs à respecter, à essayer d'atteindre. Et donc, il y a une pression qui est mise sur les athlètes pour atteindre ces objectifs. Et notre projet sportif est orienté par la fédération, en fait. Ils choisissent un peu nos courses. Il y a des critères à remplir si on veut rester dans le projet. Et tout ça, c'était devenu lourd. Et c'est très lourd, d'ailleurs, pour les gens qui sont aujourd'hui encore aussi en équipe de France olympique. Et donc, en fait, moi, à un moment, j'ai fait le choix d'arrêter. Plus ou moins, j'ai carrément arrêté pendant 2 ou 3 ans le triathlon en compétition. Quand je suis partie travailler, notamment à l'international. Donc, j'ai travaillé en Suisse et puis après 1 an et demi en Allemagne. Quand j'ai voulu reprendre le triathlon, j'ai voulu retenter ma chance, mais dans le longue distance. Et ça me plaisait d'autant plus que, du coup, c'était un projet vraiment individuel dans lequel je devais rien à personne. En fait, c'est moi qui allais choisir mes courses, c'est moi qui allais tout financer, pour le coup. Mais voilà, c'est vraiment une approche différente. Et je pense que c'est ce qui séduit aussi les athlètes qui gagnent en maturité après, parce que on est plus libre et plus conscient de nos choix aussi. Je dirais, c'est un vrai choix de notre part de s'engager dans ces projets de performance. Ok, c'est un autre mode de vie alors du coup aussi. Le mode de l'entraînement, c'est similaire, hein. On s'entraîne tous les jours, mais oui, les enjeux sont un petit peu différents. On se met beaucoup de pression et d'attente, mais c'est nous qui sommes les seuls responsables de notre projet. Ouais. T'es un peu passé de salarié à entrepreneur, quoi, d'une certaine manière. C'est un peu ça, ouais, franchement, c'est un peu ça. Dans le longue distance, on est carrément entrepreneur. Il y a tellement d'aspects à gérer que les gens n'imaginent pas. Oui, parce que tu dois gérer tes relations avec tes sponsors. Ou t'as un ou une manager aussi ou pas? Non. Donc tu gères tout, quoi, de A à Z, tout, tes sponsors, tes voyages, ta logistique, ta mécanique, c'est... C'est ça, aussi l'aspect médical, forcément l'aspect budget et l'aspect optimisation du matériel. Et puis surtout savoir s'entourer en termes de coach, de préparation physique. Et ça t'a pas fait peur, ça, à un moment? De te dire, en fait, je suis en solo? Non. Non, parce que en vrai, je suis quand même bien entourée aussi dans mon entourage, dans ma famille, mes amis, des gens qui connaissent le milieu et qui ont toujours été là. Et puis aussi, moi, justement, mon métier, c'est un peu dans le sponsoring et les partenariats sportifs. Donc ça, c'est un truc qui me fait pas peur parce que j'aime travailler dans la communication et tout. Donc au contraire, ça m'amuse pas mal, cette partie-là. Après, ça prend beaucoup de temps, donc c'est plus une question de gérer son emploi du temps et ses priorités derrière. Oui, parce qu'on va revenir aussi dessus, hein, mais tu as un boulot aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est du temps plein, mais t'es freelance pour l'instant, c'est ça, en marketing? Ouais, en communication et marketing sportif. Ok. Ouais. Mais c'est carrément du temps partiel. On va dire que pendant la saison, j'essaie de me libérer un maximum de temps. Ouais, exactement, je suis saisonnière. C'est saisonnière en fait. Ok. Et donc du coup, ouais, ça te permet de vivre après pour le reste de l'année et d'assumer tes dépenses. Avec probablement aussi du sponsoring, je sais pas. Ouais, ça me permet d'avoir un peu un filet de sécurité. J'ai pas un salaire de quelqu'un qui bosse à temps plein, mais ça me permet d'assurer mes arrières et aussi de penser un peu à autre chose. Des fois, quand ça devient dur sur l'entraînement, j'aime bien avoir l'impression que je perds pas non plus tout mon temps et mon énergie dans un seul truc, parce que je trouve que c'est un peu mon défaut aussi, hein. Des fois, on me dit que je devrais être plus engagée à 300% pour faire du haut niveau. Mais moi, c'est ma façon de garder un équilibre aussi, de garder un pied dans le monde du travail. Ça rassure d'un point de vue financier et mentalement, ça permet aussi de faire la balance, quoi, entre les deux. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu penses aussi à autre chose, quoi. T'as d'autres... Après, d'un autre côté, je vais carrément contrebalancer ce que je viens de dire. Je pense que ça a une certaine limite pour atteindre le très haut niveau, parce que ça rajoute des grosses contraintes en termes de temps, et du coup, ça bouffe beaucoup de temps sur la récupération et de charge mentale aussi, quand on a des trucs à finir et qu'on est hyper fatigué et que notre cerveau il fonctionne plus. Et du coup, des fois, c'est au détriment de l'entraînement. Et donc, dans un monde idéal, c'est vrai que si j'arrivais à me financer à 100% pour le triathlon à travers le partenariat tu le ferais? Et les primes de course, je pense que je tenterais comme ça aussi, ouais, si je pouvais, ouais. Parce qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, mais je veux dire, tu vis en partie grâce au sponsoring, ou bien c'est plus du matériel et
les avantages que tu reçois? Non, moi, j'ai pas de contrat financier quasiment cette année. J'ai des partenaires qui m'aident beaucoup dans tout ce qui est matériel et qui commencent à me soutenir avec des aides, enfin des primes sur mes résultats. Donc, notamment. Oui, donc c'est vraiment tes primes de course plus Ouais. tes primes sponsors, quoi. Et j'ai mon club qui m'aide à financer ma saison aussi. Donc en fait, en gros, quand j'arrive en plus à faire des primes de course, bah voilà, je suis à l'équilibre sur ce que je dépense sur une saison. C'est ça. Mais du coup, pour gagner, pour manger, quoi, Ouais, c'est ça, parce que pour rentrer un peu d'argent supplémentaire, c'est pour ça que je travaille à côté, quoi. Et quand tu dis que ton club t'aide à financer ta saison, ça veut dire quoi financer une saison? C'est-à-dire boucler un budget de tout ce qui est lié à ton entraînement et à ton bien-être, on va dire, sportif, c'est-à-dire aussi bien le matos pour s'entraîner. Et quand on est triathlète, on a besoin d'une paire de chaussures, on a besoin de vêtements, on a besoin d'un vélo, on a besoin d'un casque. Enfin, on a besoin de choses qui peuvent paraître assez bêtes, mais finalement, quand on fait X heures d'entraînement par semaine, souvent le matos, il faut le renouveler assez régulièrement. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie alimentation, il y a la partie récupération, tu l'as dit. Donc, la récupération, ça passe par les frais de santé, les frais de kiné, les frais d'ostéo, les frais éventuellement de préparation mentale. Est-ce que c'est ça, financer une saison, ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu intègres aussi dedans, je sais pas, ton loyer, les pâtes que tu vas manger tous les soirs, ce genre de choses? Non, pas encore, on n'en est pas encore là. En fait, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai construit là, c'est donc la 4e année que je cours en professionnel. Et au début, c'était vraiment graduel. Donc, mes besoins, en fait, ont augmenté au fur et à mesure des années, que mes résultats augmentaient aussi. Et donc, c'est assez concret. C'est clairement la première année, il me fallait un vélo de chrono. J'en avais pas. J'avais fait les championnats du monde amateurs à Nice en vélo de route. Donc, voilà, je me suis dit, pour gagner les 5-10 minutes en vélo qui me manquent par rapport au pro, il faut que je passe sur vélo de chrono. C'est le premier truc que j'ai demandé au Club des Sables et qu'ils ont été capables de me prêter grâce au magasin qui est partenaire du club. Donc là, c'était super, c'était une première étape. Ensuite, ça a été les frais de déplacement pour payer la licence pro Ironman déjà, parce que c'est quand même $900 par an. Que j'avais pas, clairement. Donc voilà, ça a été ça. Après, du coup, j'ai réussi à rajouter 4 déplacements, 4 courses, déplacements, hôtel et repas. Et puis ensuite, là, par exemple, je me suis qualifiée au championnat du monde Ironman à Saint-Georges. C'est aux États-Unis, ça rajoute un budget de 2 500 € que j'avais pas du tout prévu cette année. Et du coup, j'en ai parlé avec le club et voilà, ils ont trouvé une solution pour m'aider à travers un mécène du club pour rajouter ces 2 000 € au budget parce que clairement, je suis à flux tendu et au fur et à mesure des années, c'est vrai que je rajoute des frais parce que je veux me professionnaliser. Donc, au début, je payais pas mon coach. Aujourd'hui, c'est un budget de 1 500 € pour payer mon coach. L'année prochaine, on va essayer de prendre des créneaux piscine à Montpellier pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions en natation. Et ça va rajouter 1 000 € sur mon budget qu'il faut que je trouve. Voilà, donc au fur et à mesure des années, je dirais, je rajoute des lignes. Et si je pouvais, là, les prochaines lignes que j'aimerais rajouter, c'est effectivement de la préparation mentale parce que c'est un vrai coût. Et là, pour l'instant, je me le finance pas. Mais voilà, des petites choses comme ça, ouais. Je produisais un autre podcast qui s'appelait Dans la vestiaire, où justement l'objectif de ce podcast, c'était d'en savoir plus sur les sportives et les sportifs qui vivent d'eux et par leur passion. Et la question que je me posais souvent, c'était pourquoi en fait? Pourquoi t'infliger ça? C'est-à-dire, tu essayes de trouver des missions pour bosser, pour pouvoir boucler ton budget. En même temps, tu te bats aussi pour avoir des sponsors, des partenaires, pour essayer de vendre ton projet à ton club qui va t'aider à mettre au bout tous les mois ou tous les ans. Pourquoi t'infliger ça? Est-ce que c'est par amour du sport? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Ouais, c'est une bonne question. Je me la pose souvent, surtout l'hiver. je suis vraiment, moi, je suis saisonnière à tout point de vue aussi au niveau mental. L'hiver, des fois, c'est un peu long. Mais non, en fait, j'ai eu la chance de travailler à temps plein dans une grande entreprise où je gagnais bien ma vie et je faisais que ça et j'avais un travail qui me plaisait énormément quand je bossais chez Ironman. Mais c'est-à-dire que j'ai toujours fait du triathlon et le fait de plus avoir ce projet qui est plus grand que soi, où en fait chaque jour on sait qu'on va travailler
en ayant un but qui est lointain, mais devenir meilleur chaque jour en vue de cet objectif, ça me manquait beaucoup. Et puis j'adore être à l'extérieur, j'adore me sentir aussi en forme, enfin bien dans mon corps, performante. Et c'est plein de choses qui me manquaient. Et voilà, au fur et à mesure de réflexion, au bout de un an et demi à cogiter là-dessus, à faire la liste des choses qui me manquaient et que j'avais envie de faire dans la vie, je me suis dit, écoute, t'as 25 ans, c'est peut-être encore temps de faire ce que t'as envie. Et donc, c'est à partir de là, j'ai pris cette décision de lâcher mon travail salarié et de me dire, OK, j'ai envie d'avoir plus de temps pour m'entraîner, de retrouver des objectifs qui me font vibrer. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, j'ai voulu faire d'abord le championnat du monde amateur à Nice en 2019. Je me suis dit, ça, c'est un bel objectif pour se relancer. Et ensuite, quand j'ai vu que ça marchait bien pour moi sur cette distance, je me suis dit, allez, go, je le tente en professionnel, parce que même si là, je suis en train de perdre quelques années de ma vie en termes d'épargne, parce que voilà, j'ai pas encore acheté d'appart et je place pas beaucoup d'argent sur mon PEL. D'un autre côté, voilà, je profite aussi de mes plus belles années pour pouvoir voyager dans plein de pays et faire ce que j'aime. Donc c'est plutôt cool. C'est ce qu'on dit souvent quand tu es jeune, tu as la santé et le temps, mais t'as pas d'argent. Après, tu grandis, t'as de l'argent et la santé, mais t'as plus de temps parce que tu bosses. Et puis en fait, quand t'es vieux, t'as de l'argent et du temps, mais t'as plus la santé. Donc il y a un moment où il faut choisir. C'est ça, je me suis dit, bon, de toute façon, l'âge de la retraite, d'ici à là, ce que j'y sois, ça sera dans super longtemps, donc c'est pas grave si je cotise pas tout de suite. Mais non, après, c'est vrai que plus on vieillit, moi je sais que je vais avoir 30 ans l'année prochaine. L'hiver, comme je disais, cet hiver, il y a eu un moment où c'était vraiment difficile en termes de motivation. Je trouvais pas mon compte dans l'entraînement et je me disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en fait? Quel choix tu as fait dans ta vie? Parce que là, ça ressemble à rien, quoi. Tu vas où? Et moi, je me suis accrochée encore quelques mois et puis j'ai bien fait parce que cette année, j'ai vraiment passé un cap et je suis vraiment contente de ne pas avoir lâché, quoi. Et à ce niveau-là, tu fais quoi dans ces moments un peu de doute? Tu imagines, t'en parles? T'as quoi? T'as des confidents? Parce que tu disais justement, j'ai pas de préparateur mental qui me suit. Comment tu gères ce genre de crise? Je me plains beaucoup. Ok. Non, peut-être trop, je sais pas. Non, c'est important de pouvoir, je pense, de se plaindre. Ça fait partie un peu de la vie des sportifs. Mais moi, j'essaye de me plaindre avec le sourire. Voilà, Donc tu te plains avec brio quand même. Ouais, un peu. Mais ça part vite. Du coup, après, j'arrive à retrouver le plaisir une fois que je me suis plaint, de retrouver les aspects positifs de pourquoi on est là. Et je pense que c'est hyper important pour moi d'avoir des copines qui partagent les moments un peu de galère. Et c'est pour ça que c'était un peu dur cet hiver. C'est qu'en fait, du coup, le groupe avec lequel je m'entraînais à Montpellier depuis 3 ans, c'est un peu disloqué, voilà. Dissous. Et du coup, je me suis retrouvée un peu plus solo sur les séances difficiles, quand il fait nuit, il faut repartir courir alors qu'on a déjà fait pas mal d'heures dans la journée. Et ouais, l'équilibre, moi, je le trouve quand j'arrive à partager un peu ces moments de galère avec des gens. Ouais. Bah ouais, c'est important. D'autant plus que tu disais ton club, c'est les Sables d'Olonne. C'est les Sables Vendée, exactement. Donc, je m'entraîne pas avec eux. Malheureusement, c'est plus un club avec lequel je vais courir sur le championnat de D2, que je retrouve avec plaisir sur les Grands Prix de 2e division. Et puis, sur l'Alphe des Sables, qui est un grand rassemblement chaque année. Une grosse fête pour le club, mais après c'est vrai que non, moi je suis basée à Montpellier et je fais avec ce qu'il y a à Montpellier parce que clairement c'est, je pense, une des meilleures villes de France pour s'entraîner, mais après trouver la structure qui nous convient, c'est pas si facile. Ouais, et puis trouver les bons partenaires d'entraînement, je trouve que c'est super important, quoi, parce qu'en fait t'entraîner seul, ça marche pendant un moment, mais enfin après ouais. Ça dépend du personnel, mais en tout cas je sais que moi c'est comme ça. Il y a un moment. Moi, c'est un peu l'inverse. Effectivement, quand j'ai repris et que je suis allée voir du coup Aurélien Lebrun et qu'on a un peu lancé la dynamique du groupe, du Altri Squad, je lui ai dit, moi je reprends, mais par contre, c'est pas pour m'entraîner seule. Enfin, sinon, j'arrête tout de suite, quoi. Donc, du coup, c'est vrai que pendant 3 ans, c'était vraiment avec ces groupes et c'était super. Mais d'un autre côté, c'était pas vraiment individualisé pour moi parce que c'était un adapté, groupe court distance. Okay.
C'était des athlètes qui étaient sur le court distance, notamment avec Émilie Morier qui préparait les Jeux. Ensuite, il y avait Pauline Landron, voilà, et pas mal d'autres athlètes qui étaient sur les Grands Prix. Moi, je faisais quelques séances spécifiques, mais après, Aurélien, il répondait à ma demande qui était de « attention, je veux pas faire tout toute seule ». Et puis, d'un autre côté, depuis cette année, depuis cet hiver, où du coup, j'ai arrêté avec Aurélien et j'ai demandé à mon ancien entraîneur de Chaumont de m'aider à reprendre ma planification en main. Et là, je fais beaucoup plus de choses toute seule, mais c'est beaucoup plus adapté avec mes forces, mes faiblesses, à ce que je dois travailler et aux épreuves spécifiques auxquelles je vais participer, quoi. Pourquoi tu as changé de coach ? Parce que j'arrivais un peu au bout du truc avec le groupe, le Altri Squad, il y a eu pas mal de départs. Voilà, moi j'avais envie aussi de passer ce cap qui me manquait et je me voyais pas le passer avec Aurélien, même s'il m'a apporté beaucoup de choses. Moi j'ai retrouvé mon meilleur niveau grâce à lui, hein, mais du coup on a vraiment beaucoup travaillé ces 3 années et c'est une philosophie d'entraînement qui marche mais qui est très dure. C'est-à-dire que tout l'hiver on s'entraîne, il n'y a pas de récupération, on s'entraîne en fait on continue pendant 20 semaines. Avec un gros volume, notamment sur la course à pied. Et c'est très répétitif. D'une année sur l'autre, c'est le même schéma. D'une semaine sur l'autre, c'est le même schéma aussi. Et en fait, au bout de 3 ans, je savais ce qui m'attendait et j'ai dit non, je peux plus y aller, quoi. Je peux plus y aller. Ouais, d'autant plus si c'est pas si individualisé que ça pour toi. Je pense que tu vois vite les limites, en fait. Ouais. Après, c'est à la fois, je veux pas être ingrate parce que c'est vrai que ça marchait quand même. Donc j'ai eu des très bons résultats avec Aurélien. C'est juste que j'avais envie de changer un peu d'approche aussi, notamment sur le vélo. Sur le vélo où je trouvais que c'était pas axé assez longue distance. Non, mais c'est tout à fait légitime et c'est une question qui se pose pour beaucoup. Hein, est-ce que je dois changer de coach ? D'un côté, ça sert à rien de changer de coach tous les ans parce que clairement, ton coach, il a besoin de te voir évoluer aussi, il a besoin de te connaître. Mais en même temps, tu as des phases aussi différentes. Différents coachs vont t'apporter différentes choses, que ce soit dans leur spécialité dans un sport ou même dans leur philosophie d'entraînement. Donc c'est effectivement une question qui se pose et je pense que ça a du sens effectivement d'aller voir ailleurs de temps en temps. Je pense que c'est effectivement des décisions qui ne se prennent pas à la légère parce que ça a vraiment un gros impact sur une carrière. Complètement. Moi, j'ai pris quand même le temps de réfléchir. Et c'est vrai que aujourd'hui, avec la saison que je fais, je me dis que c'était une bonne décision. Mais il faut se faire confiance, il faut peser le pour et le contre. Et c'est sûr qu'il ne faut pas être impatient parce que ça se construit effectivement dans la durée. Une relation avec un entraîneur, le temps de mettre en place l'adaptation à la philosophie d'entraînement. Et puis aussi, comme tu disais, le fait d'adhérer au projet. Enfin, moi, je pense qu'il a aussi changé la donne avec mon entraîneur actuel, avec Stéphane Royer, c'est qu'il me connaît très bien et il sait aussi ce qui me manquait et c'est de donner de la légitimité à mon projet, de retrouver la confiance et donc ça c'est ce qui m'apporte aujourd'hui qui me manquait peut-être aussi finalement ces dernières années. Ouais, je voulais juste revenir rapidement sur ta carrière pro, enfin hors athlétique. T'as travaillé chez Ironman, c'était comment ? Parce qu'on a eu Thibaut Vellard sur le podcast, le Big Boss, mais ça fait quoi ? Tu étais dans ses équipes à l'époque ? Ou non, toi tu étais en Allemagne ? Alors moi j'étais en Allemagne, j'étais basée à Francfort au siège européen. Ok. Et Thibaut n'était pas encore là. D'accord. Donc je veux pas. Il était encore chez ASO, j'ai pas d'avis à donner. Okay. Moi, c'était à la fois super parce que j'avais un poste, le poste que je voulais occuper. Donc j'étais responsable de l'activation des partenariats sur l'Europe. Donc je faisais l'intermédiaire entre les marques et les organisateurs de courses et la communication chez Ironman et la logistique chez Ironman. Donc c'est vraiment un poste pivot et je rencontrais énormément de monde et j'ai eu très vite pas mal de responsabilités. Donc je parlais anglais toute la journée, des fois un peu allemand quand même.
Donc Quand non, même. c'était C'était le soir quand t'allais boire un verre avec les collègues d'entraînement, c'est ça? Enfin non, j'avais pas trop de collègues d'entraînement là-bas, plutôt les collègues tout court. Mais non, c'était très sympa et à la fois, bon, Ironman c'est une grosse machine, donc c'était parfois un peu le bazar pour tout mettre en place parce que voilà, il y a des chefs américains qui essayent de dupliquer, comment on dit, répliquer un modèle à l'américaine sur l'Europe, alors qu'en Europe, chaque pays a son identité, sa langue, sa culture, sa façon de faire. Ces directeurs de course qui ont créé leur course et qui doivent ensuite répondre à un cahier des charges qui est le même pour tout le monde. Et du coup, il y avait aussi beaucoup de trucs à faire, Ok. de problèmes à gérer, c'était intéressant. T'as des exemples quand tu dis ils venaient avec leur modèle à l'américaine, c'est des trucs tout bêtes, mais des fois on devait leur expliquer qu'une publicité, par exemple, on avait un partenaire mondial à l'époque qui était Skechers et qui donc voulait insérer une pub, ils avaient le droit d'insérer 2 pages de pub Skechers dans tous les athlètes guides et les roadbooks qui sortaient sur les courses. Et en fait, le slogan, enfin les pubs étaient en anglais et on leur disait oui, mais en Espagne, en France, encore en Allemagne, en Europe du Nord, les gens sont anglophones, mais ça passe pas, quoi. Les gens vont pas comprendre la pub. Et du coup, c'était ah bon, mais comment ça? Enfin, ça va, on va pas faire une pub dans chaque langue. Et on disait bah si, je pense qu'il faut faire une pub dans chaque langue. Et ouais, pour eux, c'était aberrant, quoi. Oui, c'est ça. C'est normal que tout le monde parle anglais. Et ok. D'accord. Mais sinon, c'est comment au jour le jour quand tu bosses chez Ironman parce que à la fois t'es dans le triathlon tous les jours et en même temps, bon, là t'es dans les coulisses, quoi. Donc je veux dire, c'est tous tes collègues, c'est tous des triathlètes. Vous parlez que de ça toute la journée. C'est non, comment non, justement, c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est pas forcément. Enfin, c'est pas tous des grands passionnés de triathlon. Il y en a, ils se sont retrouvés là. Surtout comme j'étais à Francfort, il y avait tous les services comptabilité, logistique, merchandising, marketing. Et donc, c'est des équipes. Non, des fois, il y a des gens qui étaient là par hasard. Et c'était d'ailleurs assez cool, assez rafraîchissant de pouvoir parler d'autres choses. Après, sur les équipes opérationnelles, quand je me déplaçais sur les compétitions dans chaque pays, effectivement, là, c'est plus les directeurs de course et les équipes locales sont un peu plus des passionnés, des triathlètes, souvent eux-mêmes. Mais souvent, on parlait beaucoup boulot, quoi. Il y avait tellement à faire que on n'était pas trop en train de se raconter nos entraînements de la veille. Non, c'était assez intense, très intense. Et comment on fait pour être partenaire d'Ironman? Alors aujourd'hui, la politique, elle a un peu changé. J'ai l'impression, parce que je suis toujours, ça m'intéresse énormément, c'est un peu ma deuxième passion, c'est le sport business. Aujourd'hui, ils ont signé beaucoup de deals mondiaux, global, comme ils disent. Donc, en fait, je pense que le métier que je faisais est beaucoup simplifié, dans le sens où, voilà, il y a des partenaires mondes et ils activent le même partenariat sur tous les pays, partout. Moi, à l'époque, on avait encore beaucoup de partenaires régionaux, donc même nationaux ou même course par course. Donc en fait, suivant l'envergure de la course, si c'est l'Ironman Francfort ou l'Ironman Aix-en-Provence, ça va pas être les mêmes partenariats, ça va pas être la même échelle, ça va pas être les mêmes montants. Donc voilà, mais ce que Ironman essaye de faire, c'est d'avoir les plus gros partenaires possibles pour simplifier la gestion simplement de tout ça, en fait. Sinon, c'est vrai que ça devient très très compliqué quand tu as 15-20 partenaires différents sur chaque course et qu'il faut tout gérer course par course. C'était un peu exigeant. Ouais, bien sûr, ça n'a pas de sens. Et du coup, t'es resté combien de temps à Francfort? Je suis restée 1 an. T'as aimé Francfort? Ouais. Non, pas super. Non, après, parce que j'étais au salon Eurobike là, il y a un mois et c'est vrai que j'ai vu des villes plus il y a de très bons côtés. Il y a de très bons côtés à Francfort. Par exemple, la rivière pour courir, c'est top. Le Main. C'est Francfort à Main. Sauf lors de l'Ironman 2019 en pleine canicule, mais je crois que c'était pareil pour tout le monde. Ouais, non, mais moi j'aimais beaucoup le centre-ville. Voilà, j'habitais en ville et c'était assez cool. Il y a des aspects sympas, mais c'est vrai que moi je me suis pas forcément épanouie là-bas parce que la culture est quand même très différente du sud de la France.
Et c'est une ville de banquiers, ils appellent ça, voilà, il y a toutes les instances européennes bancaires. Et je me suis pas sentie rester là-bas, quoi. J'avais travaillé 6 mois à Lausanne avant, où j'avais beaucoup plus pris mon pied, où on sortait beaucoup avec les collègues et tout. Et c'est vrai que Francfort, c'était un peu trop sérieux pour moi. Ils sont très sérieux quand même là-bas. C'est-à-dire les collègues de travail restent des collègues de travail. Ouais, donc il y avait certains aspects où je me suis dit, et puis il faisait très froid quand même, faut le dire. Environ entre octobre et avril, voilà, il fait entre -2 et 2 degrés, en fait, tous les jours. Comme en Champagne, quoi. Non, c'est pire. Moi, je voulais revenir sur une des premières questions que je t'ai posées, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que tu as découvert le sport et en particulier le triathlon. Tu nous as dit que donc 29 ans, tu fais du triathlon depuis que tu as 6-7 ans. Pour rebondir sur ce qu'on disait et ce qu'on a dit à de nombreuses reprises, c'est vrai que on s'attendait avant plus ou moins à avoir des triathlètes qui passent sur du long vers 25-30 ans. Mais au final, quand tu regardes, si tu commences le triathlon à 6-7 ans, à 25 ans, tu as presque déjà 20 ans de triathlon derrière toi. Donc, qu'est-ce qui a fait que comment tu as découvert le sport et en particulier le triathlon ? Simplement parce que mon père en faisait. Et du coup, c'est lui qui avait un petit peu impulsé le développement d'une école de triathlon dans le club de Chaumont. Et du coup, il avait mis ma grande sœur. Et du coup, moi, j'ai suivi, je voulais faire pareil. Et en plus, c'était vraiment... Chaumont, c'est une petite ville, il y a 20 000 habitants. Et donc, c'était un des clubs les plus dynamiques, en fait, pour les jeunes. Donc, ça permettait de faire les 3 sports en un. Et en fait, c'était cool. Enfin, j'avais les copains au triathlon et on allait sur les compètes le week-end. Et c'est ça qui m'a plu et qui fait que j'ai accroché, ouais. Et du coup, comment est-ce que tu es rentré après, justement, dans le côté un peu plus compétitif ? Et puis, à quel moment tu t'es dit, ça y est, je vais en faire un pan de ma vie professionnelle ? Mais plutôt très tardivement, parce que j'ai retrouvé l'autre jour une coupure de presse que ma grand-mère m'a envoyée. J'avais gagné un cross UNSS académique et dans l'interview, il me demandait ce que je voulais faire plus tard et je disais le sport c'est bien mais je compte pas en faire mon métier. Moi, je vais faire des études, je sais pas quoi. De toute façon, on peut pas être triathlète professionnel. Et du coup, j'ai relu ça, j'ai rigolé quoi, parce que je me suis dit je me souviens pas que j'étais aussi tranchée à cette époque-là. Je dirais que c'est venu au fur et à mesure. Surtout au début, le triathlon, c'était vraiment des jeux. Et moi, je faisais beaucoup de gymnastique jusqu'à mes 15 ans. Donc, c'était vraiment là où j'avais des objectifs de performance. Parce que la gym, c'est un peu comme ça. C'est à cet âge-là où je m'entraînais 4 ou 5 fois semaine en gym. Et on faisait les championnats de France avec les copines. Et c'était plus là-dedans que je m'impliquais. Et puis après, quand je me suis rendu compte que je devenais vieille pour la gym à 14-15 ans, je progressais plus. Et que par contre, en triathlon, il y avait moyen de progresser et de s'amuser. Et j'ai fait mon premier podium aux France Jeunes de duathlon en 2008, qui avait lieu à domicile à Chaumont. Et là, je me suis dit, je suis capable de faire un podium national. Ça veut dire que je vais pouvoir faire des stages nationaux. Mais c'est cool. Et du coup, c'est vraiment là où j'ai eu un déclic. Donc à 14 ans, où je me suis dit, j'ai envie de revivre ça et de le faire en triathlon et de continuer à progresser. Et du coup, c'était cool parce que ça a concordé avec l'arrivée de mon entraîneur dans le club, mon entraîneur actuel, qui est arrivé au club quand j'avais 14 ans et qui est quelqu'un qui vient de la natation, du monde de la natation, et qui nous a vraiment inculqué cette philosophie du travail, clairement, qu'on n'avait pas trop avant, qu'il n'y a pas trop dans les clubs de triathlon, mais en natation, c'est de la rigueur, on vient pour s'entraîner, on a des objectifs, on se donne les moyens et c'est là où j'ai commencé à avoir un petit peu une vision performance. C'est marrant parce que du coup, ça veut dire que le vélo et la course à pied, pour toi, c'était moins du travail, il y avait moins de rigueur ? Ouais. ouais, c'était assez naturel. Ça vient du cœur, là. Ouais. Non, c'est vrai, carrément. De toute façon, ça se ressent encore aujourd'hui. La natation, c'est pas mon élément. Après, j'aime nager, mais depuis le temps que je nage, si j'avais dû être nageuse professionnelle, je l'aurais été, quoi. C'est pas, j'ai peut-être pas les qualités aquatiques nécessaires pour être une grande nageuse. Mais c'est différent. Je te comprends tout à fait. Moi, c'est pareil, mais il y a des gens qui vont te dire non, en fait, moi, la nage, j'adore ça. Je suis comme un poisson dans l'eau, tu vois. Moi, je suis plutôt comme une pierre dans l'eau, mais tu vois, mais il y a des gens qui vont te dire non, en fait, moi, sur le vélo, je me sens pas à l'aise.
On a eu Claire Michel, par exemple, sur le podcast, qui nous disait, bah voilà, elle, c'était le vélo, quoi. Elle avait peur, le vélo, elle n'était pas à l'aise dans les pelotons, tout ça. Elle a dû vraiment apprendre. Et ça a toujours été un peu un point faible pour elle. Et voilà, il y a des gens qui vont dire, bah non, c'est la course à pied, je suis un peu plus dense. Voilà, donc. Ouais, mais je pense qu'il y a des prédispositions peut-être physiques, mais il y a aussi beaucoup de ce que nos parents nous ont fait faire quand on était tout gamin. Je pense, moi, ils m'ont tout de suite collé sur un vélo. Et il fallait à tout prix que j'arrive à le faire sans roulette pour pouvoir suivre ma sœur dans les campings quand on était petite. Donc, non, le vélo, ça va. J'adore les descentes techniques en vélo. C'est là où je me régale. Donc, voilà, c'est là où je me sens bien. Par contre, c'est vrai que en natation, j'ai eu un peu plus de mal à acquérir de la glisse, acquérir les bons mouvements. À chaque fois qu'il faut que je change ma technique, c'est pas inné, on va dire. Après, je prends du plaisir dans l'eau, mais je suis toujours un peu frustrée de me dire mais pourquoi et comment il y en a qui arrivent à nager autant plus vite que moi, quoi. Ah, le jour où tu trouves la réponse, tu me diras, parce que je me pose la même question. mais donc, du coup, tu vois, est-ce que finalement la natation, c'est vraiment un truc plus rigoureux et un peu plus chiant, entre guillemets, que le reste? C'est vrai que la natation, c'est aussi plus solitaire. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la natation, tu es dans l'eau, bon, tu as moins l'occasion de papoter, tu vois, entre tes intervalles, ou même sur des sorties longues à pied ou à vélo. Ouais, c'est un univers un peu à part, surtout les clubs de natation. Après, la natation dans le triathlon, c'est encore un peu différent parce que pour le coup, on se retrouve, à moins de continuer à nager en club de nat, comme on l'a fait pendant plusieurs années à Montpellier, on est beaucoup plus isolé. Mais après, je dirais pas que c'est un sport solitaire quand tu es chez les jeunes. Au contraire, il y a tout le temps un groupe. Ça, c'est un sport qui se pratique vraiment en groupe, la natation. Mais tu parles pas beaucoup. Tu écoutes le coach et après tu nages. Ouais, tu vois les pieds devant. Ouais, c'est ça. Bon. Mais ça crée des liens. Ok. Ouais. Et c'est comment un club de natation? J'ai jamais fait de club de natation en tant que tel. J'ai fait des clubs de triathlon où vous faisait de la natte, mais pas de club de natation. C'est quoi l'ambiance dans un club de natte? Alors, je vais pas faire de généralité. J'imagine qu'il y a toutes sortes de clubs de natation. On va avoir tous les coachs de natte qui vont nous tomber dessus. Non, pour moi, ce que je disais, c'est la rigueur et les valeurs de travail qui sont vraiment inculquées très tôt aux enfants. En fait, on va pas te dire, oh, bah, t'as 7 ans, t'as 7, 8, 9 ans, c'est trop dur pour toi, sors. Non, c'est en fait, l'entraînement, c'est ça, et tu le fais. Et comme tout le monde le fait, et ce que je disais, c'est un sport de groupe, parce que le fait que les autres y arrivent, des fois, le coach, il t'annonce des trucs, tu te dis, mais je vais jamais sortir de la piscine, en fait. Et en fait, ça vraiment, je pense que ça forme. Et d'ailleurs, tout le monde le dit, les anciens nageurs, ils se reconnaissent entre eux et ils ont une capacité à vraiment travailler dur sans se poser de questions. Des fois, un peu trop. D'ailleurs, des fois, ça te transforme un peu en robot. Hein. Ouais, puis parce qu'il y a des coachs qui te laissent pas de libre arbitre, en fait. C'est très autoritaire, des fois. Et t'apprends juste à faire, quoi. Ouais, puis bon, tu fais des allers-retours dans une piscine au final, donc bon, sauf les quelques-uns qui font la nage en eau libre, mais sinon, c'est vrai que t'as un côté un peu, tu dis un peu robot, un peu hamster, quoi, tu vois, c'est comme ça, et en fait, faut que tu déroules ta séance et basta. Et à la fois, tu peux, là, je vais un peu temporiser encore, mais tu peux tomber sur des coachs. Nous, à Montpellier, on nageait avec Frédéric Delcourt, et qui est un coach qui est vachement axé sur le plaisir et du coup sur les sensations, sur retrouver vraiment le plaisir dans ce qu'on fait et c'est assez cool. Il n'est pas volume à fond comme pas mal de coachs et il est j'adore nager avec lui, quoi. À chaque fois que j'en peux plus de nager, je lui dis il faut qu'on nage ensemble parce que il me redonne vraiment le smile là-dessus, quoi. Cool. Et en même temps, c'est vrai que sur la cape et le vélo, c'est plus difficile de... Enfin, tu vois, si tu forces quelqu'un à courir alors qu'il ne le sent pas ou qu'il n'est pas... tu vois, potentiellement, tu as des blessures beaucoup plus rapidement. Le vélo, j'imagine qu'il y a un moment... potentiellement, ça peut être dangereux aussi, tu vois. Je veux dire, piscine, au pire, t'es claqué... à moins que tu te noies tout seul dans ta piscine, mais je veux dire, pour arriver là, faut y aller quand même, tu vois. Il y a des blessures aux épaules après pour les nageurs. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des blessures, mais je veux dire, il y a quand même beaucoup moins de blessures du fait que ce soit un sport porté dans un environnement assez controlé. Tu as quand même beaucoup moins de blessures. Notamment chez les jeunes. Ouais. C'est pour ça que c'est un des sports où les entraîneurs ils y vont fort avec des jeunes qui ont 10-12 ans. Parce que ça fait pas trop de dommages physiques.
Après, des fois, il peut y avoir des dommages mentaux aussi quand même. Oui, c'est vrai. On peut en parler si tu veux. Moi, ça va, j'étais pas en club de natation quand j'étais petite, donc c'est... Ok, bon, tout va bien. Ok, donc toi, c'était plutôt le vélo à la base. C'est ce que tu kiffais le plus. Puis la course à pied, puis la natation, ça, on l'aura compris. Après ton premier podium, justement, en junior, si j'ai bien suivi, enfin en UNSS. Donc, le UNSS, pour ceux qui ne sont pas français, c'est le sport scolaire. Et c'est le moment où tu dis, ah oui, donc effectivement, je peux faire des podiums, je peux m'éclater et ça peut marcher. Quels ont été tes objectifs suivants? Est-ce que ça a été de continuer à t'entraîner pour construire un projet professionnel autour du sport, enfin pour construire un projet sportif, ou est-ce que ça a été à tout prix cette recherche à nouveau de la sensation de remonter sur un podium? Non, je pense que c'était un peu tout en même temps. C'était c'était beaucoup impulsé aussi par l'entraîneur qui, voilà, en début d'année, nous demandait de définir nos objectifs cette année, et donc on visait la meilleure performance possible sur les France jeunes, ce qui rythmait un petit peu l'année. Il y avait les France jeunes de duathlon, de triathlon, et puis ensuite d'aquathlon en été. Et puis si on était assez bon, on était sélectionné pour les France de Ligue, donc c'est une compétition par équipe de région. Et voilà, c'était les objectifs de l'année. Et moi, ce qui me plaisait, c'était d'aller à l'entraînement, de retrouver mes potes et de passer des bons moments ensemble. Et des fois, plus c'était dur, plus on passait des bons moments, parce qu'en fait, après, on en reparlait, on se disait, ah, tu te rends compte, tu te rappelles quand on a fait ça? Ouais, moi, j'ai cru que j'allais mourir. Et après, on partait en stage sur quasiment toutes les vacances scolaires, et c'était des aventures de ouf, parce que voilà, on avait 15-16 ans, et nos parents, ils nous lâchaient pendant 2 semaines, et on partait avec le coach dans le Jura, dans le sud de la France. On s'est fait pas mal de souvenirs comme ça, et de belles aventures. Ouais. C'est marrant parce que dans ce que tu racontes, on sent déjà depuis le début beaucoup de maturité en toi. Et en fait, on n'a pas tellement l'impression que, je te cite, tout à l'heure, tu disais que tu gâchais quelques années en termes d'épargne ou autre, mais d'un autre côté, tu prenais beaucoup de plaisir. Et même là, quand tu parles de ta jeunesse de sportive, certains gamins pourraient dire, ah, c'est bon, les vacances, c'est pas pour aller soit à l'école, soit pour aller faire du sport. Et à l'inverse, toi, justement, tu t'éclatais a priori à partir en stage. Et ça, je trouve ça super encourageant aussi pour les éventuels jeunes ou les parents de jeunes qui nous écoutent. Ah ouais, mais moi, j'aurais rien voulu faire d'autre, en fait. Pour moi, c'était le but d'avoir des vacances, c'était de pouvoir partir en stage avec les copains, parce que voilà, on pouvait aller dans des nouveaux endroits. Des fois, on dormait dans des trucs sympas. Quand on a fait nos premiers stages en Espagne, il y avait les buffets à volonté le matin, on était fous, quoi. Donc non, à chaque fois, c'était des super aventures. Ouais, j'ai jamais vécu ça comme une contrainte. Et est-ce que justement, dès ces premiers stages, dès tes plus jeunes années, est-ce qu'on vous inculque aussi déjà un petit peu à prendre soin de votre sommeil, de votre alimentation, de tous les à côté de l'entraînement du sportif, qui va faire parfois la différence entre un bon sportif ou une bonne sportive et celui ou celle qui excelle? C'est vrai que le sommeil et le repos, c'est un truc que on savait très rapidement qu'il fallait faire attention, parce que sur des semaines de stage, encore quand c'était les périodes d'année scolaire, moi j'avais pas d'horaire aménagé, donc je m'entraînais 10-12 heures par semaine maxi. Mais en stage, c'est vrai qu'on montait à 25 heures facilement. Et si on commençait à faire les fous la nuit, à aller toquer à la chambre des garçons, le lendemain, ça se passait pas super bien à l'entraînement. Déjà, on se faisait défoncer par le coach, on se tapait des 1500 mètres chrono. Ouais, puis j'imagine que tu commences ta journée avec la natation, donc en plus, quand ça pique dans l'eau, c'est pas facile, quoi. Ouais, non, c'était... t'apprends assez vite. Après, quand t'es jeune, des fois, tu peux ne pas trop te reposer, ça passe quand même. Mais en tout cas, c'est quelque chose que, comme je disais, je pense dans la natation qui nous inculque assez rapidement. Et notamment aussi les étirements après l'entraînement. Le fait de bien s'échauffer, enfin, pas faire non plus n'importe quoi. Et bon, maintenant qu'on a passé un petit peu tes jeunes années en revue, je voulais passer un petit peu avec toi le palmarès, tes résultats, tes différents résultats. Comment est-ce que tu montes en puissance? Comment est-ce que tu abordes ça? Et puis, encore une fois, je reviens un peu sur la question du début, c'est qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que le triathlon longue distance, tu pouvais faire ta place, tu pouvais faire ton trou, et comment tu abordes les résultats jusqu'à présent?
En fait, moi, j'ai vraiment construit ça étape par étape. Donc, comme je disais au début, c'était vraiment retrouver une forme physique au tout début. Ensuite, le plaisir d'avoir des objectifs quand même importants en préparant des grosses compétitions. Puis ensuite, ma première année professionnelle, c'était de voir si j'arrivais à être dans la course, à jouer des top 10. Et en fait, tout vient étape par étape parce que c'est vrai que au début, tu peux pas non plus tout de suite avoir, à part ceux qui ont de la chance, mais le meilleur matos. Donc, tu progresses au fur et à mesure de tes résultats, tu as du meilleur matériel et puis tu as plus d'expérience aussi de la distance parce que c'est vrai qu'au début, moi, faire des alphes, ça me paraissait un truc de ouf. J'avais jamais couru 21 km de ma vie. Et donc, appréhender tout ça. Et en fait, je pense que ma vision de me dire, en fait, c'est possible d'avoir ce statut de professionnel et puis de commencer à essayer d'avoir des sponsors et puis de trouver de l'aide pour ton projet sportif, c'est vraiment venu graduellement au fur et à mesure de mes résultats où je me disais ah ouais là j'ai réussi à faire 5 sur un alpha, ça commence à causer quoi. Donc en fait mais c'est toujours cette histoire de légitimité aussi qui me bloque un peu mais qui m'a guidée aussi Bon, on parle du fameux syndrome de l'imposteur alors du coup. Oui, on peut en parler. Carrément. Non, on laissera ça à ton futur préparateur ou ta future préparatrice mentale. Et du coup, après, une fois que les résultats commencent à être là, est-ce que tu te fixes déjà des milestones, des objectifs, te dire, bon voilà, si je fais un top 10 ou un top 5, je passe à l'étape suivante, ou est-ce qu'au contraire, tu prends un petit peu comme ça vient, et puis à un moment, tu vas te poser la question, est-ce que je continue plutôt que de dire est-ce que je vais à l'étape suivante? Clairement, moi, l'étape que j'attendais, c'était de monter sur un podium. Ça fait plusieurs années, quand je donnais mes objectifs, je disais le but, c'est de me qualifier au championnat du monde Ironman à terme, d'ici 2-3 ans. J'avais dit ça au début quand j'avais présenté mon projet au Club des Sables Vendée et de monter sur un podium en professionnel. Je m'en suis rapprochée au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est pour ça que c'était un peu dur cet hiver, c'est que je me suis dit, mais ça fait 3 ans que vraiment je m'implique de plus en plus et j'ai toujours pas eu ce fichu podium quoi. Et est-ce que j'en suis capable finalement parce que je m'entraîne beaucoup. Je mets ce qu'il faut et peut-être que c'est pas pour moi et qu'il faut que je passe à autre chose. Et donc là c'est vrai que c'est une vraie step pour moi, c'est une étape pour voir plus loin, pour arrêter de tout remettre en question aussi, d'avoir réussi à accrocher les 2 podiums chez les pros cette année et puis de faire mes premiers championnats du monde à la fin de l'année. Ça va être cool. Bon alors justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alexia Bailly d'un point de vue pédigré, palmarès, tu peux nous rappeler quels sont tes faits, tes faits d'armes? Du coup, j'essaie de te faire sortir de ton syndrome de l'imposteur. Je sais pas si t'as remarqué, mais je pousse là. Okay. Donc vas-y, n'hésite pas. Chez les jeunes, j'ai été plusieurs fois championne de France junior. Et ensuite, depuis que je fais du longue distance, donc j'ai fait 4e au France de long en 2020. Après, j'ai fait, je fais dans l'ordre des années, j'ai dû faire 4e sur l'Alphe des Sables d'Olonne en 2021. J'ai fait 6e sur l'Alphe du Portugal et 8e en Suisse. 6e au Challenge Salou, donc des belles places d'honneur, mais bon, à chaque fois, j'étais quand même loin du podium. Et du coup, cette année, en 2022, j'ai fait 7e à Dubaï en début de saison. Et après, 2e à Aix et 2e au Sable. Et qu'est-ce qui t'a donné ton ticket pour Saint-Georges? C'est Aix? C'est à Aix que je l'ai pris, mais du coup, j'aurais pu le prendre aussi au Sable, mais du coup, je l'avais déjà. Okay. Voilà. Bon, nickel. On va suivre ça avec attention pour savoir un petit peu ce que ça donne. Si justement tes réajustements avec ton nouveau coach portent leurs fruits. Et d'ailleurs, le corollaire à tout ça, c'est est-ce que tu crois que tes 2 derniers podiums sont liés aussi à ce changement de coach? Oui et non. Enfin, oui, mais pas que. En fait, en gros, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante parce que, comme je disais, je pense que c'est peut-être ce déclic de confiance qui me manquait. Et je savais que j'avais déjà vraiment progressé cet hiver. J'avais passé plusieurs caps à vélo et à pied. Donc je me disais, logiquement, si j'étais 5e, 6e et que j'arrive à dropper 5 minutes à mon temps, vraiment, je serais plus très loin du podium. Et aussi, il y a un autre critère, un autre facteur, clairement, c'est que les années 2020-2021, avec le Covid, il y avait très peu de courses.
Donc en fait, toutes les courses que j'ai faites, il y avait vraiment un gros plateau international qui n'était pas le cas dans le longue distance avant et qui est en train de redevenir un peu la norme en 2022, c'est-à-dire qu'il y a tellement de courses partout qu'il n'y a pas 10 nanas super fortes sur chaque course. Donc en fait, la densité étant moindre, ça me permet aussi de mieux tirer mon épingle du jeu suivant les conditions de course. Enfin voilà, en étant tout à fait lucide. C'est aussi comme ça que ça se passe cette année. Ouais. Et justement, je voulais te demander comment ça se passe la cohabitation avec le plus haut niveau international, parce que tu n'es pas uniquement au plus haut niveau français, tu fais des podiums internationaux. Ouais, bah là, c'est vrai que j'ai fait mes podiums en France sur des courses en France cette année. Après, les années précédentes, comme il y avait peu de courses, j'allais vraiment chercher des courses un peu partout. C'est stressant parce que souvent, on voit la start list et on se dit « Waouh, il y a un niveau de fou, ces filles-là, c'est des machines de guerre. » Encore le syndrome de l'imposteur, ok, peut-être. Mais quand même, c'est hyper impressionnant de prendre le départ sur la même ligne que Daniela Ryf ou Lisa Norden ou des filles comme ça qui ont une carrière internationale de dingue. Et finalement, ce qui se passe, c'est que je les vois pas de la course. Mais ça, j'espère que ça va changer, que j'arriverai à les apercevoir un petit peu de temps en temps sur mes prochaines courses. Ouais. Mais non, généralement, il y a une super ambiance. C'est assez cool. Tout le monde est content de se retrouver sur les courses. Et voilà, je pense que ça va être cool, notamment là, les championnats du monde, de partager ça aussi avec deux autres Françaises en mode un peu équipe de France. J'ai assez hâte parce que c'est vrai que d'habitude, c'est assez individuel, hein, le triathlon longue distance. Les gens, ils vont sur les courses un peu solo avec des fois juste un accompagnateur, des fois tout seul. Et moi, j'aime bien y aller avec des copines. J'aime pas aller sur des courses où je connais personne et où il y a personne qui me connaît. C'est hyper boring. donc non, j'essaye de retrouver un peu d'effets de groupe et d'effets positifs, de partager ça à plusieurs. Ouais. Ah, c'est cool que tu puisses trouver à chaque fois des accompagnateurs, mais c'est vrai que pour beaucoup de triathlètes amateurs, on va faire un Ironman, même un semi en général. Bah, c'est un peu l'événement de l'année, il y a les proches qui viennent, etc. Mais c'est vrai qu'en fait, dès que tu es pro, ou en tout cas, à partir du moment où tu commences à faire entre 5 à 10 courses par an, c'est clair qu'il y a un moment, on ne t'accompagne pas sur toutes tes courses, quoi. Donc il y a un moment, effectivement, tu fais tes trucs tout seul, tu as terminé ta course, tu remballes tes trucs et tu vas tout seul à l'hôtel ou tu remontes dans ta voiture. Enfin voilà, je veux dire, c'est un truc. Ouais, c'est un peu bizarre. Ça fait bizarre. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de faire des trucs comme ça, mais parfois des trucs géniaux, hein, des entrées ou même juste à vélo ou quoi, mais où en fait tu tapes plusieurs heures de bagnole, machin, c'est toute une organisation de dingue, et en fait au final t'es tout seul, t'as fait tout ton truc tout seul, éventuellement t'as croisé une ou deux personnes que tu connaissais, et voilà, et les gens te demandent, ouais, t'as fait quoi? Bah ouais, j'ai été là-bas, et c'est vrai que ça peut paraître dingue pour certaines personnes, mais en fait dès que tu veux commencer à faire beaucoup de courses sur l'année, bah forcément il y a un moment souvent tu dois les faire seul, quoi. Ouais, bah après moi je lance souvent un appel à candidature à mes copines. Vous faites quoi ce week-end-là? Ça te dit un petit road trip en Espagne? Des fois j'arrive à recruter comme ça sans bien leur expliquer ça va être quoi leur rôle, c'est-à-dire que tu vas te lever à 4h du mat et porter mes sacs toute la journée. Mais ça je leur dis après. Oui, il y a ça aussi. Et non, c'est vrai que par exemple pour aller en Suisse à Rapperswil l'été dernier, j'étais contente de m'organiser avec Justine Guérard. On s'est fait une belle aventure pour monter là-bas. C'était en plein recrudescence du Covid. Ils avaient fermé tout le site de course. Personne ne pouvait accéder nulle part. En plus, c'était en fin fond de la Suisse allemande, donc nous, on connaissait personne. Et on s'est dit, mais dans quoi on s'est foutu? Moi, je pensais qu'on allait faire une course internationale, mais c'était une ambiance hyper bizarre. Ils avaient fermé la ligne d'arrivée. C'était... moi, je me suis dit, pour le coup, c'est pas ça que j'ai envie de faire, par contre. Et c'est pour ça que cette année, j'ai choisi de courir en France le plus possible. C'est que j'ai envie de partager aussi ces moments-là, quoi. Enfin, je trouve qu'il y a peu d'intérêt d'aller faire une 8e place sur une course où il n'y a personne et où tu partages pas les émotions, tu crées pas de souvenirs, comme je disais. Au final, moi, c'est ce qui m'intéresse. Ouais, et puis il y a rien à faire, hein, le fait d'avoir des gens que tu connaisses ou non sur le bord de la route, c'est le jour et la nuit, quoi. Je veux dire, et même comme en général on a tous notre nom sur le dossard, même pour les amateurs, du coup tu as toujours des gens qui t'encouragent, t'appellent par ton nom, etc. Et c'est génial. Ça, effectivement, ce serait pas la même chose si tu n'avais pas les supporters, quoi.
Et pour compléter, côté spectateur, c'est pas mal aussi quand tu y vas pour suivre plusieurs amis. Parce que là, on l'a vu cette année, on était à Vitoria. Enfin, moi, j'y étais en tant que spectateur. Encourager 10 copains, dont l'ami Olivier, plus que encourager une seule personne, c'est sympa aussi en tant que spectateur. Donc, peut-être qu'il faut que, au-delà... Ah oui, sinon, c'est un peu long, le longue distance à suivre sur le tracker Ironman. Il faut être motivé quand même. Je comprends que les copines, elles reviennent pas à tous les coups. C'est ça, mais du coup, au lieu de recruter uniquement des copines pour venir t'accompagner, il faut aussi recruter des copines ou des copains pour participer à la compétition avec toi. C'est vrai. C'est sympa aussi pour les spectateurs. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, et du coup, maintenant que tu as avancé sur la construction de ton projet sportif, de ton projet professionnel, quelles sont tes prochaines étapes? Alors, on imagine des podiums, des résultats en championnat du monde, évidemment, mais plus concrètement, comment est-ce que tu vois la suite à court et moyen terme, voire long terme? Parce que on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai qu'un sportif ou une sportive n'a pas forcément une durée de vie de 40, 50 ans au plus haut niveau comme un projet professionnel. Ouais, bah là, c'est vrai que j'essaye de me dire que voilà, il faut que je me laisse, faut que j'arrête de remettre tout en question à la fin de l'année. Non, j'espère là pouvoir continuer à progresser, notamment dans la hiérarchie mondiale. En fait, il y a un truc qui est super qui se passe en ce moment, c'est les courses organisées par le PTO, donc qui sont vraiment en train de révolutionner un petit peu le modèle pour les triathlètes professionnels longue distance aujourd'hui. Et donc, ils ont créé notamment la Collins Cup qui aura lieu ce week-end, mais aussi les Open. Donc, il y a eu le Canadian Open, il y aura l'US Open en septembre, et l'année prochaine, il y en aura 4 au total dans l'année. Et c'est des courses avec 1 million de prize purse, de dotation. Et du coup, c'est des courses en plus où il y a des lives télé sur beaucoup de pays, sur Eurosport, et une couverture médiatique énorme. Et en fait, ça devient des courses que tu as absolument envie de faire un jour dans ta carrière, autant que les championnats du monde Ironman, mais qui finalement sont assez restrictifs parce qu'il n'y a qu'une course. Et ça ne permet pas d'en vivre. Les prize money sur Ironman sont quand même un peu dérisoires sur certaines courses par rapport au fait qu'on ne peut pas en faire toutes les semaines et que ça ne nous permet pas de vivre en tant qu'athlète pro. Donc, par exemple, à Dubaï, il y avait 2 500 € à gagner et il y avait l'argent jusqu'à la 5e place pour un plateau international de fou, quoi. Il y avait Daniel Arif, Laura Philippe, Christian Blumenfeld qui ont battu des records du monde et tout pour 2 500 €, sachant que le voyage coûtait 1 500 €. Donc, c'est des trucs où des fois, c'est vrai que c'est difficile à croire. Et là, avec le PTO, en fait, ils offrent une chance aux athlètes pros clairement de voir les choses autrement. Et donc, le but pour moi, ce serait d'accéder à ces courses. Il faut rentrer dans le top 40 ou top 50 mondial. T'es pas très loin, là, a priori. Je suis 75e au ranking PTO. Après, bon, c'est la façon dont ils attribuent les points qui est un petit peu mystérieuse encore aujourd'hui, mais on verra si j'arrive à améliorer mon score et sur les prochaines courses de cette année et puis essayer de grappiller quelques places. Bah, t'es déjà dans le top 100, c'est quand même c'est pas rien. Ouais, c'est déjà ça. Non, c'est super. Le top 100 du PTO. Mais c'est super d'avoir cet outil aussi pour mesurer sa progression, clairement. Parce que comme je disais, des fois, les courses, comme la densité n'est pas la même à chaque fois, on a vite fait de se dire « Ah, bah j'étais meilleure là. » En fait, non, tu fais 3e, mais clairement, c'était pas la performance de l'année, quoi. Et grâce à ce ranking, bah, tu vois un peu plus clairement où tu te situes dans la hiérarchie mondiale. Donc c'est assez cool, ouais. C'est l'occasion peut-être justement de le redire, mais on a un blog assez fourni sur le site devenirtriathlète.com et Kylian qui rédige pas mal d'articles a expliqué un petit peu en long, en large et en travers ce qu'est le PTO, ce qu'est le classement et notamment quels sont les tenants et les aboutissants d'être classé au PTO. Donc si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, n'hésitez pas à taper devenirtriathlète.com et puis à chercher PTO, vous en saurez plus. Et donc du coup, on en avait pas mal parlé avec Dylan Magnin aussi dans l'épisode du podcast. Ouais. Mais pour nous, ça change la donne, en fait. Hein, clairement, c'est une reconnaissance internationale de ce qu'on essaye de faire, quoi. Voilà, il classifie les courses. Enfin, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. Et vraiment, c'est vraiment top. Le PTO, c'est très américain, ou nord-américain en tout cas. Tu disais qu'il allait y avoir plusieurs Collins Cup l'année prochaine. Il y en aura en Europe aussi? Alors, il y aura juste la Collins Cup, il n'y en a qu'une, et c'est en Europe d'ailleurs, c'est en Slovaquie.
Mais les Open... Non, pardon, les Open, excuse-moi. Ouais, ils se sont basés sur le système un peu du tennis. Et en gros, ils veulent en faire un en Europe, effectivement, un en Asie, un en Amérique du Nord et un... Oui, parce que c'est très américain. Du coup, il y a Canada et... Il y a Amérique du Nord et il y a États-Unis. Voilà, exactement. Mais non, ça va venir. Et puis, c'est quand même très international. C'est géré par un board d'athlètes venant d'un peu partout. Donc, l'Europe, aujourd'hui, c'est pas une nation d'ailleurs, c'est une force très présente dans le ranking PTO. Et non, je pense que clairement, on n'est pas en reste. Et ils font beaucoup de choses pour nous ici. Même, par exemple, la première année où j'étais pro, j'ai participé... les France, c'était sur le Tri Games de Cagnes-sur-Mer, qui est une orga indépendante. Et donc, le PTO a travaillé avec les Tri Games pour offrir justement cette course avec des standings assez élevés en termes de com, en termes de sécurité sur les parcours, de branding, un petit peu de marketing et du coup de prix, de récompenses qui étaient à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un championnat de France et qui n'avait jamais été le cas en France avant. Et donc ça, c'est grâce au PTO qu'on a eu enfin un championnat de France un peu digne de ce nom, en fait, qui donnait envie, en fait. Tiens, et toi qui es un peu dans le sport business, c'est quoi le modèle du PTO ? Il se finance comment ? J'ai écouté des podcasts là-dessus pour essayer de comprendre. C'est assez complexe. Ouais, je suis pas archi sûre. Je crois que c'est un système d'investissement un peu américain, un peu bizarre. C'est un fonds où c'est des investisseurs qui ont placé de l'argent, beaucoup d'argent dans ce truc, mais en plus en mode ils attendent pas forcément de retour. C'est pas des actionnaires. Donc c'est plus du mécénat. Non, pas non plus. En gros, ils misent sur le fait que le sport va exploser dans 5 ou 10 ans et qu'ils auront des retours sur investissement du fait d'avoir porté le sport. Parce qu'ils ont investi dans d'autres, ils ont peut-être d'autres je dirais d'autres c'est business dans le moitié triathlon, business, moitié charity, en gros. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, je veux pas dire n'importe quoi. Faudrait vraiment écouter Sam Renouf. Il fait plein de podcasts pour expliquer pour expliquer tout ça. Donc, je veux pas dire n'importe quoi. Mais voilà. Mais enfin, il y a beaucoup de... Souvent, tu sais, c'est comme une espèce de... Non, c'est pas vraiment un peu comme une espèce de fédération, un groupe d'entreprises qui sont dans un domaine, dans une industrie et qui vont se mettre ensemble pour investir dans quelque chose. Par exemple, je sais pas, mettons... plusieurs marques de dentifrice qui se mettent ensemble pour éduquer la population à se brosser les dents. Et donc du coup, ils créent une espèce d'association qui va permettre de faire de la com là-dessus et de sensibiliser les gens, quoi. Donc j'imagine que c'est un peu un modèle similaire. Ouais, moi, c'est ce que j'ai compris de leur message et de ce qu'ils essayent de faire passer, c'est ils voient le potentiel qu'il peut y avoir dans le triathlon aujourd'hui, et comme on a vu sur les championnats d'Europe là, à la télé qui ont eu lieu à Munich. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui pour ceux qui ne connaissaient pas encore le triathlon, qui se sont dit que c'était un sport génial. Et accessible à tous, c'est que c'est le cas. Et notamment, c'est des gens qui ont voulu montrer que le longue distance, ça pouvait être aussi... c'était pas que Ironman, enfin, qu'il y avait tout un truc à faire dans la structuration du sport. Et le fait de médiatiser les athlètes et de mieux les rémunérer permettrait de créer un sport un peu plus télégénique aussi, où on a envie de suivre les stars de la discipline, de faire en sorte qu'ils se rencontrent réellement à plusieurs reprises pendant l'année, parce que en courte distance, il y a les WTCS, qui sont clairement les courses les plus relevées du monde à plusieurs reprises dans l'année. Mais en longue distance, il n'y en avait qu'une, c'était Hawaï. Et encore, c'est un Ironman, donc il y en a beaucoup qui passent à côté et du coup, il faut attendre l'année prochaine. Et donc aujourd'hui, je trouve que c'est ça qui est assez cool, c'est qu'ils veulent créer un sport professionnel mieux structuré sur le longue distance. Ouais. Ouais, je pense que maintenant que ça commence à bien avancer, le PTO, et ils commencent justement à recueillir les fruits de ce qu'ils ont commencé à semer il y a quelques années, il y a aussi l'histoire des droits TV qui commence à rentrer en jeu et qui permettent aussi de mieux servir au niveau du prize money. C'est le business model qui est basé là-dessus, hein, carrément. Après, quand on dit élever le profil du sport, c'est que ça devienne rentable en termes de droits télé dans le futur. Bien sûr, ouais. Ouais, il y a aussi pas mal d'initiatives, hein, comme la Super League, on a déjà aussi pas mal parlé sur le podcast, mais avec des formats assez innovants et qui permettent d'être justement plus facilement médiatisés. C'est le même business model, mais après, c'est... le PTO, je dirais, ils s'inscrivent dans du long terme, voire du très long terme.
parce qu'ils sont axés sur le sport en lui-même qu'ils veulent développer. La Super League, c'est pareil dans le sens où ils veulent vraiment augmenter la visibilité des athlètes et de leurs courses. Ils ont mis beaucoup d'argent pour que ça soit diffusé partout dans le monde et ils ont fait des formats hyper télégéniques. Mais la Super League, ça reste une entreprise avec des actionnaires. Mais beaucoup plus bien sûr. axé au même business, titre que Ironman, bien sûr. par exemple, ou Challenge Family, là où le PTO, c'est plus un syndicat des triathlètes ou fédération. Enfin voilà, ils ont un rôle différent à jouer, c'est clair. Ok, et c'est quand même marrant que, excuse-moi, c'est quand même marrant que aujourd'hui, enfin tu vois, tu regardes le plateau mondial, en soi, t'as quand même, l'Europe est quand même très présente sur, je sais pas, tu vois les championnats du monde. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais ça m'étonnerait pas que les Européens soient en majorité. Et pourtant, tu vois, Ironman c'est américain, PTO c'est américain. T'as quand même, même si ils sont très présents ici en Europe, c'est des initiatives qui viennent des États-Unis. Ouais, c'est vrai. Après, je pense que le longue distance a une plus grande histoire aux États-Unis, effectivement. Il y a eu les courses sans drafting, en fait. En Europe, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est plus facile d'en vivre en étant triathlète courte distance ou longue distance? Et je disais, ça dépend. Je sais qu'en Allemagne, il y a une telle culture Ironman que c'est plus facile pour les triathlètes longue distance d'avoir des sponsors, les Allemands, de passer sur longue distance. En France, c'est l'inverse parce que les athlètes courte distance sont beaucoup soutenus par la fédération dans le vue des Jeux Olympiques et il y a des aides, il y a l'armée qui fait des contrats d'insertion professionnelle. Donc voilà, et je pense qu'aux US, clairement, le longue distance, alors ça s'est peut-être un peu essoufflé, mais il y a une vingtaine d'années, j'ai entendu des histoires d'athlètes qui allaient faire les tournées américaines parce que c'était plus rentable en fait. Et il y avait même le circuit Xterra qui était hyper développé là-bas. Après, bon, je ne suis pas une spécialiste non plus du triathlon aux États-Unis et je vous dirai ça après les championnats du monde à Saint-Georges, suivant ce que j'en ai perçu. Mais c'est l'impression que j'en ai, ouais. Ouais, mais il y a aussi une autre approche, effectivement, du longue distance. C'est-à-dire que c'est pas rare qu'aux États-Unis, même sur Ironman, tu trouves des gens qui font leur première course en triathlon qui s'alignent sur Ironman. En Europe, c'est quand même beaucoup plus rare. En général, en tout cas, c'est dans les mentalités européennes. Tu commences par un petit, voire un moyen, avant d'arriver sur un long. C'est quand même très rare que ton premier triathlon, ce soit un triathlon distance Ironman. Alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment, je trouve, un peu plus dans les mentalités. J'en connais plusieurs en France qui ont perdu des paris et qui ont fait leur premier triathlon sur un Ironman. Ça reste quand même assez rare. Toi, tu t'en connais plusieurs parce que dans le monde du triathlon aussi. Non, c'est vrai. Après, je pense que oui, c'est la mentalité américaine qui se lance le défi de leur vie. Et c'est pour ça que ça marche très, très bien. Toute la communication Ironman est axée là-dessus. Et d'ailleurs, c'est super parce qu'il y a des histoires incroyables qui racontent sur la web-série et tout, Ironman, à quel point ça a changé la vie pour certaines personnes qui avaient des maladies chroniques, qui souffraient d'obésité ou qui reviennent des grands brûlés aussi, qui se sont donné ce but-là dans leur vie, qui n'avaient jamais fait de sport avant. Et c'est un truc de ouf, la force du sport à ce niveau-là. C'est vrai que c'est le fonds de commerce de Ironman, mais ça reste des choses hyper puissantes. Et je trouve que c'est assez cool de pouvoir le raconter et de faire ce sport aussi, parce que en étant, même quand je bossais chez Ironman, je voyais bien l'émotion des lignes d'arrivée quand on retournait sur la ligne d'arrivée le soir à minuit et de voir les gens qui se battaient pour rentrer dans le cut-off des 16 heures. Donc en fait, il faisait nuit, il n'y avait plus personne. Les bénévoles commencent à ramasser les barrières. Et tu as des gens, ils marchent sur le parcours depuis 4 heures, 5 heures. Et tu leur dis là, il vous reste un quart d'heure, là. Il faudrait sprinter maintenant. Et voilà, quand ils le font, c'est la folie parce qu'il y a tout le monde qui attend sur la ligne d'arrivée. Et c'est assez ouf de pouvoir faire vivre ça. Moi, c'est pour ça que j'adore travailler dans l'événementiel sportif aussi. Ouais. Tu m'as redonné des frissons là. Et d'ailleurs, cette année, quand j'étais à Vitoria, un des copains que j'accompagnais finit dans les derniers et on a trouvé ça super sympa que le dernier est véritablement, et c'était pas le dernier en termes de cut-off pour le coup, c'était vraiment le dernier qui est rentré avant le cut-off Ironman et il a eu le droit à une véritable ovation, non seulement de leur gars, mais aussi de ceux qui étaient encore là et j'ai trouvé ça vraiment génial parce que t'en as pour qui c'est déjà suffisamment dur d'être le dernier, de rentrer avec la voiture ou le vélo balai et là, avoir le droit à une superbe ovation, c'est génial. Ouais, après...
c'est plus une question d'être dernier, c'est de terminer son Ironman, quoi. C'est ça. Ouais, mais souvent d'ailleurs le dernier a limite plus d'applaudissements que le premier. Oui. Je veux dire, les gens se déchaînent encore plus. Mais moi j'ai c'est ça qui est chouette énormément sur de le respect triathlon. pour eux, parce que moi je vois comme ça fait mal en étant entraîné pour le faire, et ceux qui le font pas entraîner, ça dure, t'as mal et t'as mal plus longtemps. Donc non, franchement, respect. Et tu gardes plus de séquelles. Bon, alors du coup, tout ça pour dire qu'on n'a pas forcément répondu à la question initiale qui était quels sont tes objectifs à moyen ou long terme? Comment tu te vois après le sport? Après le sport, oui, c'est vrai, j'avais oublié cette partie de la question. J'ai beaucoup de mal à me projeter aussi. C'est un autre problème qu'il faudrait que j'évoque avec un préparateur mental éventuel. On a quelques adresses, si tu veux, on en a reçu On quelques-uns. t'enverra quelques noms si tu veux. Il y en a quelques-uns qui sont passés sur le podcast. J'ai un peu de mal à me projeter concrètement. Après, je sais que ce que j'aime, c'est être capable de travailler dans ce qui me passionne. Donc, forcément, j'aimerais toujours travailler dans le sport, que ce soit dans l'événementiel, dans le marketing, avoir des beaux projets et pouvoir avoir toujours du temps à côté pour être dehors et faire un peu de sport quand même. Donc c'est assez large, mais je pense que déjà c'est la vision générale que j'ai du futur. Après, en termes de timing, quand est-ce que ça va arriver, j'en sais rien. Je suis quelqu'un d'assez carriériste. J'aimerais bien reprendre aussi ma carrière là où je l'avais un peu laissée en cours de route, mais rencontrer plein de gens, faire des projets qui apportent quelque chose aux autres, qui m'apportent à moi, ça serait cool. Ça peut être dans plein de choses. En même temps, là, tu l'as pas mis de côté non plus. Je veux dire, tu continues à bosser, tu continues à maintenir ton réseau pro. Oui, mais c'est vrai que c'est passé en secondaire. C'est-à-dire que je vais prendre des opportunités qui répondent aux critères. Les premiers critères, ça va être de pouvoir travailler à distance, que ça me prenne pas trop de temps dans les périodes où j'ai pas assez le temps. Donc voilà, c'est vrai que du coup, c'est plus mon objectif principal aujourd'hui de faire évoluer ma carrière dans ce sens-là. Bien sûr. Et c'est quoi comme type de mission que tu fais? C'est assez varié. Cet hiver, j'ai donné beaucoup de cours d'anglais. Alors pour le coup, ça n'a pas grand-chose à voir. Si ce n'est qu'au début, j'ai donné des formations sur de l'événementiel sportif en anglais, sur des projets, notamment pour l'UNSS et des profs qui organisent des événements UNSS internationaux. Donc ça, c'était assez cool. C'est des opportunités qui se présentent comme ça. Du coup, après, on m'a proposé un contrat un peu plus régulier pour donner des cours d'anglais dans des établissements scolaires, donc d'anglais appliqué sur du business. Et après, j'ai bossé aussi avec le collectif des sportives, par exemple. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, et donc c'était assez cool. C'est une association qui essaye de promouvoir la médiatisation, la professionnalisation et les droits des sportifs de haut niveau. Et du coup, on organise des académies tous les ans, où en gros, c'est 3-4 jours pour booster la carrière des jeunes sportifs de haut niveau. Donc, on fait ça à Font-Romeu. Et le projet, c'est de développer aussi sur Cap-Breton et un peu partout en France. Il y a des clubs à faire où les sportifs peuvent rencontrer les entreprises. Donc, il y a plein d'axes de travail sur lesquels on travaille avec ce collectif. Et donc, je bosse en freelance avec eux ponctuellement. Ok, excellent. Mais donc, du coup, tu dois pas trop... Parce que, bon, une partie du boulot quand tu es freelance, c'est aussi de chercher tes clients. Ouais, non, là, je cherche pas trop. Je fais plutôt le tri entre les opportunités. Après, des fois, il y a des trucs, j'ai trop envie de dire oui, avec le collectif, j'ai envie de faire beaucoup plus. Mais en fait, je peux bosser sur l'académie quand ça se déroule en hiver, à Font-Romeu, c'est pas loin de chez moi, et c'est une période où je m'entraîne moins. Quand c'est en été, en fait, je décline, je peux pas, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt ça. C'est quand même cool de te dire que tu parviens quand même à jongler avec les deux et que tu as le niveau que tu as aujourd'hui en triathlon, et qu'à côté de ça, tu continues quand même à bosser et avoir une carrière pro en dehors du sport, quoi. Donc, ouais, c'est cool. Merci. Chapeau. Bon, après, des fois, je dis oui et après, je regrette d'avoir dit oui parce que, du coup, là, je suis en train d'essayer d'apprendre à dire non. En fait, j'y arriverai pas. Parce que je me mets trop de pression. Voilà, ouais. Donc à mettre avec le syndrome de l'imposteur, hein. Tu pourras faire une checklist. Tu pourras réécouter l'épisode pour faire ta checklist pour parler à un préparateur mental. Ouais, en fait, c'était une séance de psy en fait aujourd'hui. Ça marche. Écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que y a d'autres points que tu voulais aborder, ou tu penses qu'on a bien fait le tour pour aujourd'hui? Un message à faire passer? Là, je pense un éventuel préparateur mental. Non.
Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça résume bien un peu tout ce qui me tient à cœur, que ça soit voilà, l'événementiel sportif, un peu le modèle du sport, du triathlon comme il est aujourd'hui. Le sport féminin aussi, que j'aime bien défendre et par exemple sur lequel j'aimerais pouvoir travailler plus tard. Parce que c'est cool, dans le triathlon, on est un sport plutôt très égalitaire, on a beaucoup de chance. C'est pas le cas partout et il y a pas mal de freins et de blocages encore sur les sports féminins aujourd'hui, notamment dans la professionnalisation. Donc ça, c'est cool aussi. Et puis non, de manière générale, si j'avais un message à faire passer, c'est de faire les choses avec passion parce que du coup, ça passe beaucoup mieux. Et de savoir se faire confiance aussi quand il faut prendre des décisions ou quand il faut pas en prendre. Voilà, c'est un peu ça sur lequel ces thèmes-là sur lesquels je suis contente de communiquer. Bon, bah super. Du coup, tu as répondu à une de tes questions. Quand tu as des doutes en hiver ou quoi, bah, fais ce que tu kiffes. Ouais, attendre l'été. Voilà. Et justement, si on veut continuer à échanger avec toi, quel est le meilleur moyen? Où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Sur Internet, je suis beaucoup sur Instagram, mais j'y passe beaucoup trop de temps. Donc voilà, n'hésitez pas. Faut apprendre à dire non, Alexia, faut apprendre à dire non. Ouais, voilà, c'est plus quand mon cerveau fonctionne pas trop. Je reste keblo en train de scroller sur Instagram, mais non, je partage pas mal de ce que je fais sur Instagram. J'essaye d'être aussi présente sur LinkedIn pour l'aspect un peu pro, et puis voilà. Ça marche. Génial, bah merci pour ton temps, Alexia, c'était hyper cool. Pas de problème, merci à vous. Et on va suivre tes prochaines étapes de près. C'est gentil. Bah, c'est dès ce week-end en Slovaquie, du coup. et puis après, alors, quand l'épisode sortira, mince, déjà passé, mais désolée, je voulais faire du teasing. Mais Ok, ouais, bah alors, voilà, ça sera à Saint-Georges fin octobre. On vous renverra, ouais, voilà, exactement. Et sinon, on vous renverra à ton profil Alexia Bailly sur Instagram et on ira voir le résultat. J'espère que ça va bien se passer, du coup. Bon, ouais, on croise les doigts pour toi, regarde. Okay. Super. C'est gentil. Merci beaucoup, Alexia. On te souhaite une bonne continuation et puis effectivement, on suivra tout ça et plein de réussite pour la suite. Bah, merci beaucoup. Merci à vous de donner la parole aux triathlètes. C'est assez cool aussi. Super. Comme démarche. Merci. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.